Donc le sujet de ce soir, eh bien, c'est couple en deuil, comment conserver le dialogue, et la dynamique du couple et soutenir les besoins de chacun. Et il est complètement normal dans le couple de vivre le deuil de son enfant avec des intensités différentes, des besoins différents, à des moments différents. Eh bien, c'est le principe de l'humain. On est tous singuliers et on vit pas toujours les choses de la même façon. Mais effectivement, dans des états émotionnels bien chamboulés, ça peut être le cas dans dans le deuil périnatal, eh bien, c'est pas toujours facile d'accepter que l'autre ait un rythme un petit peu différent ou de patienter, etc. Et du coup, je me permettais de vous faire éventuellement quelques suggestions si ça peut un petit peu éclairer vos besoins. J'ai une petite précision, dans ce live, je vais parler de couple, par facilité d'expression, je vais parfois parler de papa, de maman ou de conjoint que je laisse volontairement au masculin. Et je vous laisserai accorder le mot selon les situations. Quand vous vous reconnaissez plus d'un côté ou de l'autre, et bien du coup vous pourrez vous l'approprier comme vous le souhaitez. J'entends bien par couple donc les deux parents d'un enfant et donc peut-être que parmi vous qui regardez cette vidéo il y a des couples homosexuels et bien sûr je pense aussi à vous. Je vous laisse juste adapter les accords en fonction de votre situation. Alors, est-ce qu'on peut s'autoriser à parler de la façon dont on vit son deuil au sein du couple? C'est la première question que j'ai voulu vous suggérer. Vous avez certainement remarqué combien pour vous, vos envies, elles peuvent être changeantes. En ce moment, parfois vous avez envie de parler de vos émotions, de votre chagrin, parfois pas du tout, vous avez envie d'être toute seule. Parfois vous avez envie d'une épaule pour accueillir vos pleurs, parfois vous voulez être seule, parfois vous voulez vous distraire, parfois vous avez envie pas du tout et vous voulez plutôt vous recroqueviller un petit peu dans votre bulle. Autant de mouvements différents que vous pouvez ressentir, parfois même vous avez du mal un petit peu à vous comprendre tellement ça peut être changeant d'un moment à l'autre et en tout cas changeant sur la journée. Et bien pour votre conjoint ça va être aussi la même chose, lui aussi, votre conjoint aussi va avoir aussi ces moments très changeants, très fluctuants. Et la problématique, c'est que parfois, eh bien, ces fluctuations et les siennes, eh bien, elles sont pas en phase. Et quand vous avez envie de parler, l'autre non, et vice versa. Et du coup, ça peut parfois être un petit peu compliqué et déboussolant. Dans cette tempête émotionnelle, en fait, c'est pas toujours facile de maintenir le lien parce que du coup, on n'est pas en phase. Et pour autant, c'est vrai que avec les difficultés et les douleurs que vous êtes obligés de traverser, eh bien, ce serait quand même fort contributif et soutenant si vous pouviez vraiment vous soutenir mutuellement et traverser cette épreuve ensemble. Donc, si certains couples arrivent à trouver bien finalement leur rythme et à rester à peu près en harmonie, s'adapter l'un à l'autre, eh bien force est de constater que tout le monde n'a pas les ressources et puis on n'avance pas tous au même rythme et que parfois on peut être en parfait décalage. Alors c'est pas synonyme que c'est la fin ou le début des difficultés pour votre couple, c'est juste que ce décalage il est lié à ce que vous devez traverser et que vous n'avez pas le même rythme. Alors comment faire quand on n'a pas le même rythme? Eh bien la première suggestion que je vais vous faire, c'est peut-être de passer par l'écriture. On avait déjà évoqué le pouvoir de l'écriture dans les précédents lives et en particulier avec les relations familiales et amicales pour pouvoir ajuster en fonction de vos désirs et dire les choses bien posément. Et bien là encore, le pouvoir de l'écriture au sein du couple, il peut être très intéressant. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant de se dire on vit sous le même toit et on n'est pas capable de dialoguer. Eh bien, je vous invite à pas juger justement de ça et que peut-être justement si le dialogue il est un petit peu freiné, eh bien l'écriture ça peut être l'occasion de mettre à distance ses propres émotions. Vous avez parfois besoin de dire quelque chose sur le coup, mais votre conjoint c'est pas le moment d'écouter et en fait d'écrire ce que vous avez à dire.
Ça va d'abord vous permettre de l'exprimer et vous de pouvoir un petit peu vider votre sac. Il peut y avoir même deux temps, un premier moment très spontané où vous allez écrire quelque chose et puis vous allez vous laisser quelques heures et revenir dessus, et peut-être quand les émotions sont un peu plus à distance, eh bien vous allez peut-être peaufiner votre écrit, choisir des meilleurs mots, avoir des tournures de phrases plus légères. Enfin bon, vous pourrez peut-être retravailler un petit peu l'écrit pour que ça soit plus digeste pour votre conjoint qui va la lire. Et l'avantage de l'écriture, quand on se fait des petits messages comme ça, eh bien, c'est que la personne qui écrit, elle s'exprime au moment où elle a besoin et envie de s'exprimer. Et la personne qui va lire, eh bien, elle va prendre connaissance du message au moment où elle est prête à prendre connaissance du message. Et force de constater qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'écouter l'autre, c'est juste pas possible. Et donc, de pouvoir lire à un moment où on est un petit peu mieux, eh bien, ça permet que les messages que vous avez envie de donner soient mieux reçus et vice-versa. C'est aussi l'occasion, en fait, dans l'écrit, de parler de ses ressentis, et parfois dans un direct du face-à-face et du dialogue, eh bien finalement parler de son ressenti, c'est pas facile, il y a beaucoup d'émotions, il peut y avoir des pleurs, ça entrecoupe, et puis les mots ne viennent pas, ils sont pas aussi justes entre ce que vous dites et ce que vous pensez, il y a un décalage. Et le fait de passer par l'écrit, ça peut vraiment vous permettre d'ajuster et en tout cas de pouvoir suivre le fil de votre pensée plus facilement. C'est aussi le moyen de ne pas être interrompu. Parfois, on a envie de dire quelque chose et puis les interruptions de l'autre qui réagit sur ce que vous dites, finalement vous font un peu perdre le fil de votre parole. Et ce que vous vouliez exprimer au début, c'est plus tout à fait la même chose à la fin du fait de ces interruptions. Et l'intérêt de l'écrit, c'est de garder le fil et de pouvoir mettre à plat d'une manière cohérente votre pensée. Vous l'aurez compris, donc l'écrit, ça peut être un bon moyen de s'exprimer, tout en laissant une grande liberté à chacun, du moment pour dire, du moment pour écouter, et du moment pour répondre. Tout ça, ça peut se faire à des temps décalés, et ça permet vraiment de respecter le rythme de chacun. C'est très intéressant. Alors, quoi écrire ? Vous pourrez remplacer quoi écrire par quoi échanger, ça sera aussi tout aussi juste, hein. Eh bien, vous pouvez expliquer par exemple votre vécu, vos ressentis émotionnels, mais aussi corporels. Entre papa et maman, eh bien, il y a une grosse différence de vécu corporel, et ça, c'est pas un scoop, mais ces ressentis corporels qu'a pu vivre la maman, eh bien, ça peut être très difficile à appréhender pour le conjoint qui, lui, ne l'a pas vécu. Même s'il est très ouvert d'esprit, même s'il veut bien tout essayer de faire, c'est pas toujours évident. Et même vous, mettre des mots sur la manière dont vous vous sentez dans votre corps, ça peut vous prendre un petit peu de temps pour l'élaborer, pour l'écrire, pour le dire. Vous pouvez éventuellement écrire les circonstances de l'annonce, ce qui a été compliqué par rapport à votre bébé, tout ce qui est en lien en fait avec votre grossesse, le moment de l'annonce. Il y a parfois des choses que vous avez vécues seul parce que dans la temporalité, ça s'est fait comme ça. Vous êtes allé pour une échographie entre guillemets banale, et puis badaboum, vous avez eu une annonce compliquée, vous étiez seul, et ce moment de décalage, ça peut être pas forcément évident à appréhender pour votre conjoint. Et qui plus est, votre conjoint qui n'était pas là parce que à la base c'était pas prévu pour que ça soit compliqué, il peut aussi lui ressentir énormément de culpabilité, et c'est pas facile non plus pour lui d'avoir des trous comme ça dans l'histoire, et peut-être même pas évident à exprimer, parce que le fait de ne pas avoir été là, il se sent coupable, et comme il se sent coupable, il a honte, et tout ça, ça bloque un petit peu le dialogue, et peut-être que par l'écrit, ça peut être plus fluide. Parfois, il peut être aussi difficile pour le conjoint qui n'a pas porté l'enfant de se rendre compte et d'imaginer tout ce que le corps de la maman a pu traverser.
à la fois physiquement et émotionnellement. Et puis peut-être il y a eu des interventions médicales, des moments où vous avez été séparés parce que pour le geste médical, il peut pas y avoir de conjoint, enfin selon les événements, parfois vous avez pu vivre des choses toute seule. Et remplir les trous comme ça pour votre conjoint, ça peut être très éclairant pour lui. Vous pouvez écrire aussi eh bien là où vous en êtes dans votre couple, comment vous ressentez votre couple. L'arrivée d'un enfant, c'est toujours un chamboulement, mais comme on est dans la joie, on arrive encore à partager à peu près. Mais en tout cas, ce qui vient de vous arriver, c'est en telle rupture par rapport à ce que vous viviez avant l'événement, que ce chamboulement, eh bien, ça a été tellement rapide que l'autre n'a pas le temps de s'ajuster et que de dire les choses, eh bien, ça permet de mieux comprendre le monde de l'autre. Voilà pour l'expression de tout ce qui a besoin d'être dit dans ce qui n'était pas un vécu commun. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Eh bien, je vais aborder là quelque chose qui peut être un petit peu surprenant, mais qui peut être très soudant, si on va dire comme ça pour le couple. En fait, vous pouvez écrire une lettre de gratitude pour dire merci à votre conjoint. Et ça peut être très fort émotionnellement. Vous pouvez dire combien vous admirez son courage, si vous l'avez trouvé fort, par exemple, pour faire des démarches administratives. Vous pouviez le remercier justement pour tout le soutien logistique. C'est parfois plus les papas qui s'occupent du côté logistique parce que la maman, elle est pas en capacité de le faire parce qu'encore hospitalisée ou affaiblie. En tout cas, merci pour tout ce qui vous a touché. Mais ça peut être aussi un merci pour un truc dans la journée. Ben, je sais pas, il s'est levé de bonne heure, il a été chercher les croissants, il vous a préparé le petit déj au lit. Vous n'avez peut-être pas eu la force de le remercier à la juste valeur au moment où c'est arrivé, mais peut-être qu'à distance, ben, ça peut être chouette d'aller lui dire. En fait, parfois, on a tendance, parce que culturellement, on a pu être élevé comme ça, mais on a peut-être parfois tendance à dire plus facilement les choses qui ne vont pas, et plutôt que les choses qui vont. Et puis le conjoint qui est sous le feu des reproches, ben, il peut se sentir un petit peu dévalorisé parce que lui, vu de sa fenêtre, eh bien, il fait des choses, mais peut-être des choses ben, qui pensent être invisibles parce que vous ne lui dites pas. Et vous l'avez vu, mais peut-être vous n'avez pas forcément pensé à le dire. Et du coup, c'est bien de faire, d'avoir cet élan de gratitude de temps en temps, parce que aussi, en prenant le temps de regarder ce qui va bien, et bien finalement, même pour vous, ça va vous aider à rééquilibrer vos perceptions. Il y a tellement de choses qui ne sont pas agréables en ce moment, qu'elles sont extrêmement présentes et qu'elles masquent tout le reste, et ça c'est vraiment normal et naturel, il n'y a pas à s'en vouloir pour ça. Mais que de parfois prendre le temps de se poser et de regarder ben, qu'est-ce qui va bien. Ça va être aussi quelque chose qui peut vous soulager, vous apporter un peu de joie et du coup un peu alléger ce moment douloureux. Et de le coucher sur le papier et d'en faire part à votre conjoint, eh bien c'est un double effet qui se coule parce qu'à la fois ça va faire du bien à votre conjoint d'avoir ses remerciements pour ce qu'il fait, il va se sentir reconnu, valorisé et ça c'est chouette pour lui. Et puis vous, en l'écrivant, eh bien ça va aussi vous faire beaucoup de bien d'écrire cette lettre de gratitude. C'est très puissant aussi pour soi. Donc voilà, si l'idée vous plaît, eh bien, je vous invite vraiment à la poursuivre et de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais écrire à mon conjoint ou à ma conjointe pour lui dire merci et ça peut même être pour une toute petite chose, hein. Merci d'avoir tendu la pelouse, le jardin rue de mon plus beau, et c'est plaisant à mes yeux. Ça peut être vraiment tout simple, mais qu'est-ce que ça fait du bien, merci. Dans le même esprit, mais un petit peu différent, avec une autre forme d'intensité, ça peut être aussi d'écrire un petit mot d'amour ou une lettre d'amour à votre partenaire. Alors, ça peut presque paraître un petit peu incongru, et pourtant, bien, vous êtes tous les deux tellement dans la souffrance que exprimer votre amour, c'est peut-être pas, en tout cas, ce qui vous vient à l'esprit, la première chose qui vous vient à l'esprit, et que peut-être vous posez
pour vous dire et dire à votre conjoint ben, combien vous l'aimez, combien il est important à vos yeux. Ça peut être très aidant. En particulier, alors on le reverra un petit peu à la fin, en lien parfois avec des difficultés au niveau de la sexualité, eh bien, conforter votre conjoint dans le fait que vous l'aimiez toujours, ça peut avoir une grande valeur à ses yeux parce que ben, quand chacun est un peu dans sa coquille, parce que dans sa douleur, l'autre peut avoir l'impression ben, de ne plus être aimé alors que c'est pas le cas du tout, c'est juste que c'est pas facile à exprimer. Voilà un petit peu pour différentes idées sur ce passage à l'écriture. Alors le passage à l'écriture, il peut être ponctuel, avec un petit mot ben, au moment où ça vous passe par la tête ou au moment où c'est trop dur de faire de l'oral et de passer par l'écrit. Mais j'ai aussi rencontré des parents qui avaient ouvert un cahier et une forme un peu de cahier jour après jour de ce qu'ils vivaient. Et puis chacun, tous les jours, venait mettre un petit mot. Alors un jour, c'était un ben, merci pour ce super dîner que tu nous as préparé. Ça fait du bien de bien manger malgré les difficultés qu'on vit. Et puis l'autre, il va répondre autre chose. Ou ben, aujourd'hui je me sens bien, ben, je suis en joie et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui je suis joyeuse. On verra combien de temps ça dure, mais là pour tout de suite c'est chouette. Les émotions du moment, et en fait de livrer comme ça progressivement des choses. Vous pourriez aussi vous rendre compte que progressivement, ben, on commence par des choses parfois un petit peu légères parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler de ses émotions, et puis on va mettre des choses de plus en plus profondes, et ça peut être aussi un moyen de renforcer la complicité de votre couple à l'aide de ce petit cahier qui va vous suivre et pour lequel vous prendrez peut-être progressivement confiance dans ce que vous pourrez exprimer, et vous pourrez aller de plus en plus profond dans vos sentiments et dans vos besoins, et ça peut être extrêmement soutenant. Ça peut même faire un cahier de souvenirs du couple qui peut être très très riche. Voilà, en tout cas, ça permet d'avancer à deux et de suivre l'élan de chacun. Et même si on est en déphasé, eh bien, il y a des choses qui ont été couchées sur le papier, on peut revenir en arrière, et du coup, bien, ce qui a été vécu sur le moment, qui n'a pas pu être partagé, il peut être retrouvé là, collecté dans ce cahier. Voilà pour ce passage à l'écriture, sachant bien sûr que tout ce que j'ai exprimé qui peut être mis par écrit, bien évidemment, il peut être partagé à l'oral. Une autre piste, c'est aussi savoir se donner du temps juste tous les deux. Ça peut être évident pour certains couples, ça peut être beaucoup moins évident pour d'autres. D'une part parce que certains ont la chance d'être extrêmement bien entourés, mais que peut-être justement cette grande présence des autres, elle est à la fois soutenante, mais elle peut être quelque part se mettre entre vous deux dans le couple parce qu'il y a toujours du monde, et puis quand il n'y a plus personne, c'est juste l'heure d'aller dormir. Il y a aussi, il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y avait déjà d'autres enfants avant ce bébé qui est parti. Et puis les enfants, ils prennent beaucoup de place, ils en prennent peut-être encore même un petit peu plus en ce moment parce qu'ils sentent que c'est difficile pour vous, et du coup ils sont un peu exubérants, un peu prenants, ils attirent l'attention, etc. Et penser à s'autoriser du temps juste pour tous les deux, ça peut être vraiment un bon moment de régulation à deux. Alors à voir comment est-ce que vous pouvez faire garder vos enfants dans la journée, le soir, le week-end, qu'est-ce qui pourrait être juste pour vous. Mais pensez à vous mettre un espace de respiration rien qu'à tous les deux. Ça peut même être même en dehors de la maison pour justement avoir un lieu différent, un lieu neutre. Ça peut être se prévoir, je sais pas, une randonnée toute la journée. Bon là, la saison, elle commence à décliner un petit peu, mais à décliner selon vos besoins, vos envies. Mais ce moment à tous les deux où vous allez peut-être programmer quelque chose qui peut être soit une activité ensemble et qui vous redonne de la complicité en faisant quelque chose, une activité sportive, une activité de détente, mais ça peut être juste un moment pour aller discuter et on se dit tiens, on va faire resto et on va faire le point sur notre couple. Ça peut être vraiment des moments précieux pour que chacun puisse s'exprimer et redonner de la complicité.
Vous pouvez même faire sous forme de jeu. Par exemple, vous pourriez préparer des petites questions. Alors, à ce sujet, il y a un excellent document que j'ai trouvé, qui a été écrit par Hélène Guérin, qui est sur son site internet. Je le mettrai dans un post juste après ce live, parce que je ne veux pas faire de manipulation en cours de route, mais je le mettrai dans un post et je vous enverrai le document. C'est toute une série de questions sur plusieurs pages qui peuvent vous aider justement à renouer le dialogue entre vous. Ben tiens, où est-ce que tu en es aujourd'hui, comment c'est pour toi au niveau de tes émotions, est-ce que tu aurais envie qu'on voit des amis ou pas. Vous voyez, des choses qui permettent de faire le point. Donc vous pouvez vous aider de ce document, mais vous pouvez aussi vous inventer, pourquoi pas un petit jeu. Vous créez tout un tas de petites questions que vous mettez au fur et à mesure dans un bocal. Et puis le soir, au moment du dîner, eh bien vous tirez une question et vous répondez. Et ça peut être l'occasion de lancer un dialogue et en tout cas de remettre de la complicité et de l'échange au sein de votre couple. Peut-être une autre piste, ça peut être l'occasion de démarrer un loisir commun. Souvent on se dit, oh, bon, on fera ça plus tard, et puis plus tard, et puis on s'y met pas. Il y a des couples qui se mettent du coup à de la danse. Alors ça peut être de la danse de salon ou autre chose, ou un cours de yoga ou de reiki, des choses un peu plus douces si vous avez besoin de plus de douceur, des groupes de sophrologie, des choses comme ça. Et ça peut être très intéressant justement de faire ça en couple, parce que d'abord vous allez pouvoir vivre quelque chose de commun et ça peut vraiment vous faire du bien. Et puis au cours de cette activité, vous allez aussi vivre des émotions différentes et ça peut vous donner un dialogue qui change un petit peu du quotidien. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus ponctuel. Si vous ne faites pas un rituel de moment où vous allez prendre du temps à deux, vous pouvez aussi faire quelque chose de très ponctuel. Aujourd'hui, ça fait un mois que notre bébé est parti. Est-ce qu'on ne peut pas se faire un petit bilan tous les deux et voir où est-ce qu'on en est? En fait, on a tous dit des choses au moment de la naissance, au moment de l'enterrement. Parfois on a pu dire plus jamais je fais d'enfant, des choses comme ça, et l'autre conjoint peut prendre ça pour argent comptant, alors qu'un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, les choses peuvent être complètement différentes. Donc entre ce qu'on a dit un jour et la réalité du moment, il peut y avoir un sérieux delta. Et ça peut être bien un moment de refaire le point et de se dire, tiens, eh bien, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, tu as dit ça, mais est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Et du coup, c'est l'occasion de faire des mises à jour en se posant mutuellement la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Voilà pour les temps d'échange en couple. Une autre piste, selon la manière dont vous traversez tout ça, ça peut être aussi une idée que de rencontrer un professionnel de la relation d'aide pour se faire accompagner, mais en couple. Alors ça va peut-être faire un petit peu cliché, mais c'est vrai que souvent les femmes sont un petit peu plus enclines à faire ce genre de démarche d'aide. Mais du coup, le faire seul, alors bien sûr ça va être très aidant pour la personne qui fait la démarche, c'est certain. Le conjoint qui ne participe pas peut aussi finalement être aidé par ricochet, parce que la maman qui est allée chercher de l'aide, elle a de nouvelles pistes, elle peut les partager, mais aussi parce que comme elle va mieux, elle peut être un petit peu plus soutenante pour son conjoint. Mais faire la démarche à deux, ça peut aussi être également très intéressant. Alors bien sûr, il ne faut pas forcer les choses, hein. Si vous avez un conjoint qui vous oppose un non catégorique, eh bien c'est comme ça, c'est là où il en est, s'il fait ce qu'il peut, lui aussi. Mais faire la démarche en couple, ça peut vous permettre de vous exprimer séparément et finalement, quand en dialoguant avec le professionnel, celui qui n'est pas en train de dialoguer mais qui est un peu plus à l'écoute, il peut finalement entendre les choses d'une autre manière,
vous pouvez être amené du coup à reparler avec une personne qui est en face de vous, qui peut servir de médiateur, qui peut justement peut-être parfois temporiser quelques élans. Et en tout cas, vous serez dans une structure qui est différente, qui est plus contenante et qui peut être favorable au dialogue. Donc, envisager un accompagnement à deux, ça peut être très très intéressant. C'est vrai que moi, c'est même plutôt ma spécialité où vraiment mon truc, c'est d'accompagner les couples parce que je trouve ça très intéressant, ces accompagnements en couple pour des ajustements. Alors, je suis juste en train de regarder les commentaires. Ok, c'était pas des questions. Excusez, je reprends. Et puis bien sûr, si l'accompagnement en couple ne vous parle pas plus que ça, eh bien vous pouvez aussi faire l'accompagnement séparément. Et puis parfois, les papas sont un petit peu plus enclins à parler dans un groupe de pairs, père P-A-I-R-S et père P-E-R-E-S. Ça existe aussi, en fait, selon les associations. Il peut y avoir des groupes de pairs et de se retrouver avec d'autres hommes qui vivent la même chose et de pouvoir partager ensemble. Sans ce côté professionnel de l'accompagnement qui peut parfois les déranger un petit peu, eh bien ça permet aussi de se libérer et de dire des choses différentes. Encore une fois, gros cliché, mais entre un homme et une femme, on ne vit pas la même chose. Et de toute façon, entre deux personnes différentes, même de même sexe, on ne vit pas la même chose parce qu'on n'en est pas au même moment et on n'est pas équipé de la même façon. Et c'est ok. Voilà pour ce qui est des pistes. Je vois que l'heure tourne et je voulais aborder le dernier point que j'avais envie d'aborder avec vous, qui est souvent une difficulté classiquement vécue, c'est le dialogue du corps et la sexualité. Alors après n'importe quelle naissance, eh bien, on constate classiquement une pause qui est plus ou moins longue au niveau de la sexualité, parce que la maman elle est accaparée par toute autre chose, et il y a eu quand même une sacrée révolution à l'intérieur du corps, et ça c'est pas facile. Et dans le contexte du deuil périnatal, même s'il n'y a absolument pas de normes et que tout peut se voir et que tout est ok, eh bien le désir sexuel, il peut être encore un petit peu plus égratigné qu'après une grossesse et une naissance qui se terminent dans la joie. Et là, eh bien, comment est-ce qu'on peut essayer de renouer ce dialogue? Alors, j'avais déjà un petit peu évoqué le sujet au tout début. Parfois, il y a confusion, en tout cas au niveau de la tête, au niveau du mental, il y a confusion entre amour et désir sexuel. Et si tu ne me désires pas au niveau sexuel, c'est peut-être que tu m'aimes moins ou que tu m'aimes plus, etc. Vraiment, c'est important de comprendre que ça n'a rien à voir. On peut aimer profondément son partenaire et juste pas du tout avoir envie de sexe en ce moment. D'autant plus si le corps a été meurtri. Et puis parfois c'est complètement le contraire, hein. Il y a des couples pour qui finalement le désir sexuel est plutôt même majoré juste après le décès du bébé, peut-être par envie justement d'évasion, d'avoir du plaisir malgré tout, et puis aussi parfois on reprend la sexualité relativement vite parce qu'on a aussi envie de relancer une grossesse vite. Donc là tout est possible, il n'y a pas de normes. Si tout va bien, encore une fois, tant mieux, et continuez sur ce qui vous va bien et ce qui vous fait plaisir. Par contre, s'il y a un décalage, c'est important que vous puissiez essayer d'analyser pourquoi et en tout cas de rassurer votre conjoint s'il y a un décalage entre moi c'est pas trop mon truc en ce moment, mais je t'aime mon chéri ou ma chérie et j'ai vraiment besoin de ta présence. Et une façon parfois de réapprivoiser son corps, eh bien ça peut être de passer par un massage plus ou moins appuyé en fonction des sensations de votre corps, et là encore c'est à vous de guider votre partenaire de massage. Mais peut-être, si l'idée n'est
n'est pas encore tout à fait séduisante, de border aussi et de dire, ben voilà, j'ai pas envie de sexualité, mais j'aime tes mains sur moi, mais par contre, écoute, essaye un massage, mais peut-être que les épaules pour aujourd'hui, ou que les bras, que les mains, que les pieds, que les jambes, ou tout sauf mon sexe et mes seins, je sais pas, ce qui vous conviendrait, ou ben écoute, euh, laisse tes mains aller là où elles ont envie, mais si je te demande d'arrêter, surtout, n'en prends pas ombrage, c'est juste mon corps, c'est pas, j'aimerais, mais peut-être mon corps n'est pas prêt. C'est vraiment important. Alors votre corps, il vous appartient. Ça peut paraître un peu surprenant parfois pour celui qui vous écoute en disant mais ton corps c'est toi, ben, et pas tout ça, pas toujours. Et en fait, la maman, beaucoup de mamans en fait sont énormes, se culpabilisent énormément de ne pas pouvoir, de ne pas avoir pu amener la grossesse jusqu'à son terme, de ne pas avoir pu protéger leur enfant. Alors c'est vrai qu'en tant que maman, ben, c'est notre ventre qui est la maison de notre bébé, et si le bébé ne va pas bien, eh bien le raccourci est vite fait de se dire que c'est mon corps qui m'a trahi, et en tout cas c'est ma faute. Vraiment, c'est pas ça. Si vous ressentez de la culpabilité, je vous invite à aller travailler ça avec un professionnel. Prochainement, je ferai aussi un atelier sur la culpabilité parce que c'est tout sauf vous qui êtes responsable de ça. C'est la vie et c'est les aléas de la vie. Mais du coup, le fait de se sentir responsable de ce qui est arrivé à votre bébé, eh bien, vous pouvez en vouloir en votre corps, vous pouvez en vouloir à votre corps qui vous a trahi, et vous pouvez justement avoir complètement désinvesti votre corps et peut-être même quelque part vous repousser vous-même. Et du coup, l'intérêt du massage, ça peut vraiment être une occasion eh bien, de vous réapproprier ce corps, à condition que vous vous sentiez en sécurité dans les limites de ce massage. Donc c'est vraiment important. Si l'idée du massage vous séduit un petit peu, mais qu'il reste une peur derrière, je vous invite vraiment à poser vos limites juste avant, et en tout cas à vous autoriser de poser même vos limites en cours de massage, d'arrêter, écoute mon chéri, c'était chouette là, mais juste là, ça y est, c'est mon corps en a suffisamment. Et vraiment de dialoguer, de rester à l'écoute mais ne vous forcez pas à faire ce qui ne vous convient pas, ce serait une violence de plus, et assurément une violence de trop au milieu de tout ce que vous avez déjà vécu. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire. Vraiment, l'invitation de ce live ce soir, c'était une invitation au dialogue. J'espère que vous aurez pu trouver des pistes de réflexion, des choses qui peuvent vous aider. Juste après, donc je vous mets le document qui peut renforcer un petit peu votre dialogue. Et j'espère que vous allez trouver des pistes, et en tout cas, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser tout ça. C'est pas facile, mais assurément, c'est aussi par le dialogue qu'on peut améliorer les choses. J'ai toutefois eu un petit échange avec une maman qui est peut-être derrière l'écran à cette heure-ci, elle se reconnaîtra. Effectivement, parfois il arrive que malgré tous les efforts que l'un et l'autre peuvent faire, ou seulement l'un, eh bien le couple n'arrive pas à traverser cette épreuve. C'est possible. C'est encore une fois là, la culpabilité n'est pas de mise. Vous pouvez avancer à un rythme différent, les conjoints avancent à un rythme différent, on a une culture familiale, une éducation, un contexte, et puis on n'est pas tous équipés de la même façon, on n'est pas tous prêts à accéder à la même résilience, on n'est pas tous prêts à porter et enclin au développement personnel, et du coup une épreuve peut faire grandir l'autre d'une manière exponentielle assez vite, et ça peut être
une façon de voir combien la vie a pu vous servir de ce côté-là, malgré la douleur, il y a eu de bonnes choses qui sont sorties. Et puis parfois, ben, le conjoint, lui, il s'est figé et il n'a pas pu grandir de ça. Et c'est ok, chacun fait ce qu'il peut et chacun est à son maximum, mais parfois au maximum, eh bien, on n'est pas toujours en phase. Donc voilà, si le couple n'arrive pas à traverser ça, en tout cas, c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, c'est chacun qui fait son maximum là où il en est, mais que la vie est un révélateur et que parfois les épreuves de la vie, eh bien, font qu'il y en a un qui s'en trouve renforcé, l'autre parfois fragilisé et le décalage a accéléré. Il y a des choses qui, quand tout allait bien, eh bien, on n'avait pas vu ces aspects-là chez son conjoint. Et puis, quand les choses sont plus difficiles, eh bien, on découvre des parts de personnalité de son conjoint qu'on n'avait pas imaginé, qui peuvent nous surprendre et on finit par se rendre compte que la route commune n'est plus possible. C'est aussi une éventualité. Mais de grâce, c'est pas vous qui en serez responsable. C'est l'événement de la vie qui a été un catalyseur, un révélateur, un accélérateur peut-être d'interruption du chemin du couple, mais certainement pas la faute de qui que ce soit. Et ça, j'avais vraiment envie de rajouter ça. Merci à la maman qui m'a fait cette réflexion dans l'après-midi pour alimenter aussi ça, parce que c'est important de ne pas vous rajouter une culpabilité supplémentaire. On est très très fort pour ça. Voilà, j'espère que ce que je vous ai partagé ce soir vous a apporté de la valeur, que vous avez pu trouver des choses qui vont vous éclairer pour avancer sur ce chemin pas à pas. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie bien toutes mes ondes positives